Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est mercredi, il est midi. C'est donc l'heure de l'invité du midi. C'est la troisième sortie de cette émission pour cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler de l'enseignement à distance à l'ère de la COVID-19. La pandémie de COVID-19 a fait subir aux systèmes éducatifs mondiaux un choc sans précédent dans l'histoire, bouleversant la vie de près de 1,6 milliard d'élèves et d'étudiants dans plus de 190 pays sur tous les continents. Les fermetures d'écoles et d'autres lieux d'apprentissage ont concerné 94% de la population scolarisée mondiale et jusqu'à 99% dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires et inférieurs, selon la note de synthèse publiée sur le site des Nations Unies. Cette situation, somme toute assez nouvelle pour les acteurs de l'éducation, les ont poussés à prendre des mesures plutôt innovantes et se sont tournés vers les technologies de l'information et de la communication pour opérer un virage vers les formations et l'enseignement à distance, étant donné les mesures de confinement et de non-rassemblement liées au combat contre la COVID-19 à travers le monde. En Haïti, également, des efforts ont été constatés, mais étant donné la situation qui est la nôtre, les difficultés allaient rapidement se font sentir. Comment opérer un virage de l'enseignement à distance dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où la connexion Internet laisse à désirer? Comment, en temps normal, en Haïti, on peut constater des disparités dans le système éducatif haïtien, que ce soit au niveau scolaire qu'au niveau universitaire? La COVID-19 a-t-elle augmenté ces disparités? Ce sont donc ces questions que nous allons aborder avec notre invité pour ce midi. C'est ainsi que nous disons bonsoir et bienvenue à Saulo Neiva, qui est directeur pour la Caraïbe, directeur régional pour la Caraïbe de l'AUF. Bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, merci beaucoup Samy de l'invitation. D'accord, directeur Saulo, donc ça fait la deuxième fois qu'on a la chance d'avoir une discussion sur le travail de l'AUF en Haïti et dans la région de la Caraïbe. Et je sais que dans le monde universitaire, on vous connaît assez bien, mais là, on est face au grand public et je vous demanderai rapidement de parler un peu de vous. Qui êtes-vous et depuis quand vous êtes en Haïti et que faites-vous? Je m'appelle Saulo Neiva, je suis né au Brésil il y a quelques années et à l'âge de 23 ans, je suis allé en France après avoir fait une partie de mes études où j'ai poursuivi mes études de doctorat, etc. Et pendant une trentaine d'années, j'ai enseigné à l'université en France, notamment à l'université Clermont-Auvergne. Et depuis fin 2018, j'ai été nommé directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie ici en Haïti pour toute la Caraïbe. Voilà, donc c'est une expérience qui me passionne d'être ici parce que je peux mobiliser un certain nombre de compétences que j'avais développées en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que traducteur, directeur de laboratoire, et les réunir ici, dans la Caraïbe, dans un contexte interculturel qui est bien différent de celui de mon lieu de travail original, la France, mais qui se rapproche bien du contexte que je connaissais au Brésil. Voilà, donc je suis content de pouvoir ici mettre en place un certain nombre de projets qui visent à accompagner les universités pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc là, on va parler d'un cas bien précis, celui des urgences liées à la pandémie, ou sinon des projets qui visent à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. C'est une préoccupation qu'on a à l'AUF. Comment faire le nécessaire pour que, en sortant de l'université, le jeune soit un petit peu mieux en phase avec la réalité du marché du travail, et des projets aussi où on mobilise les universités pour qu'elles jouent le rôle de responsabilité sociétale, pour qu'elles contribuent au développement des pays.
D'accord, très bien. Alors, rapidement, pour l'édification du public, les gens qui nous regardent, que ce soit sur leur petit écran ou à travers les réseaux sociaux, il ne faut pas confondre l'AUF et l'OIF, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce sont deux institutions différentes. Deux institutions différentes. Nous sommes en quelque sorte des institutions. Oui, mais des institutions sœurs. Nous sommes complémentaires. L'AUF est opérateur de la francophonie et pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'AUF a, on va dire que l'AUF a une triple identité. Elle est opérateur de la francophonie. Ça veut dire quoi? Que les pays qui font partie de la francophonie, donc parmi les pays, il y a Haïti qui joue un rôle important, qui est membre à titre principal de la francophonie. Mais vous avez des pays comme, par exemple, la République dominicaine ou l'Argentine qui sont membres observateurs de la francophonie. Donc ces pays se réunissent au moins une fois tous les 4 ans pour parler de ces liens à travers la langue française, qui sont des liens aussi de coopération diplomatique, culturelle, institutionnelle. Et dans le cadre de ce sommet de la francophonie qui réunit les pays, les États qui font partie de la francophonie, l'AUF joue un rôle important, celui de s'occuper, de penser à des politiques pour développer l'enseignement supérieur. Mais à part ça, l'AUF, c'est aussi une association d'universités. C'est un réseau d'universités, c'est le réseau d'universités le plus étendu au monde, avec plus de 1000 membres dans plus d'une centaine de pays. Et ces universités-là ne sont pas uniquement des universités francophones. Elles ne sont pas uniquement des universités dans des pays qui ont le français comme langue officielle. Donc vous pouvez avoir, par exemple, pour parler de la Caraïbe, vous pouvez avoir des universités membres qui sont en République dominicaine, à Cuba, en Jamaïque, par exemple, des pays qui n'ont pas le français comme langue officielle. Toutes ces universités ont un point commun, c'est qu'elles s'engagent à développer le français. Donc, par exemple, ces universités cubaines, etc., il peut y avoir un cours de français, mais les projets de l'AUF ne sont pas des projets qui se font ni pour défendre la langue française comme une valeur en soi, ni pour promouvoir le français, ni des projets qui se font nécessairement à 100% en français. Donc, ce sont des projets qui peuvent se faire. Donc, les réunions de travail peuvent se faire en français quand c'est possible, ou par exemple, on va parler tout à l'heure des formations qu'on propose, des ateliers de formation qu'on propose aux enseignants. Ces ateliers peuvent se faire en créole si le formateur parle créole. Oui. Donc, les réunions de travail qu'on a avec Cuba, elles se font en espagnol. Et les activités, ce sont des activités qui peuvent se faire avec un public des bénéficiaires qui ne parlent pas français, par exemple. Pour citer un exemple lié au numérique, dans le cadre d'un appel mondial qu'on a lancé pour que les universités apportent des réponses au problème de la pandémie de Covid. Haïti a répondu, mais Cuba a répondu avec un projet qui a été sélectionné, qui a consisté à équiper des hôpitaux et toutes les résidences universitaires du pays d'un dispositif pour mesurer la consommation d'énergie électrique, donc pour réduire les déplacements des techniciens et donc réduire le risque de contamination. Les réunions de travail, tout l'équipement, donc tout ça, pour tout ça, les personnes ont utilisé l'espagnol. Donc deuxième volet, ce volet réseau universitaire. Et troisième volet, donc opérateur de la francophonie, réseau universitaire, troisième volet, c'est le volet agence, c'est-à-dire nous finançons des projets de développement, nous sommes opérateurs de certains projets de développement où l'université joue un rôle. Par exemple, bientôt en Haïti, on va voir arriver un programme qui s'appelle Apprendre, qui est financé par l'AFD, l'Agence française du développement, mais qui est l'opérateur de ce programme, c'est l'AUF. Et c'est un programme qui concerne 26 pays, 24 pays africains, le Liban et Haïti, et qui vient apporter un soutien au ministère de l'Éducation, aux acteurs de l'éducation, donc les directeurs d'école, les inspecteurs, en termes de formation, de renforcement des capacités, etc. Donc là, vous avez un exemple d'activité où l'AUF est opérateur avec un partenaire important, l'AFD, et un projet qui vient
faire le nécessaire pour que l'université joue un rôle dans le développement du pays. Définitivement. Donc, manière de résumer, l'AUF serait le bras, on va dire, académique, universitaire de la francophonie, et que l'OIF serait ce bras plutôt politique. Oui, politique et un peu culturel aussi. L'OIF joue aussi un rôle dans la promotion d'activités culturelles. Oui, à ceci près que pour l'AUF, on ne travaille pas qu'avec l'université, comme vous le voyez. On joue un rôle d'interface entre l'université, le monde socio-économique, les États, la société civile. Et nos bénéficiaires, ça peut être l'université, mais ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, l'école primaire. Ça peut être la société de façon un peu plus ample. Citons un exemple d'un projet qu'on développe ici en Haïti sur une problématique qui intéresse beaucoup l'AUF, c'est la problématique de l'insertion professionnelle et comment développer des compétences entrepreneuriales auprès des jeunes pour qu'ils trouvent plus facilement un emploi ou pour qu'ils créent leur entreprise. Donc en Haïti, on a à partir de cette préoccupation, comment développer ces compétences auprès des jeunes qui sont à l'université. Nous avons créé un programme qui s'appelle, c'est le Réseau solidaire d'accompagnement à la création d'entreprises, le RESAS. Ce programme se constitue de 3 étapes. On lance un appel. Donc les jeunes en dernière année de licence, master ou doctorat ou qui viennent d'être diplômés, ils proposent une idée d'entreprise. On sélectionne un certain nombre de ces jeunes. Donc pour la première année, on a eu... Les critères sont connus d'avance. Oui. Et je vais vous parler des critères. Et ils sont importants. Ils sont importants et je vais expliquer pourquoi. On a reçu environ 150 propositions. On en a sélectionné 30. Ces 30 projets, donc ça peut être des équipes ou des porteurs individuels, ont bénéficié d'un atelier d'incubation. Donc atelier d'incubation où il y avait donc des professeurs d'université, mais aussi beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs, ou des personnes qui jouent un rôle dans le domaine de la communication, par exemple. Et tout au long de 2 mois environ, ils ont été en contact avec ces personnes. Ils ont réalisé, c'était des ateliers et pas des formations, c'est-à-dire des échanges. Oui, un engagement actif pour qu'ils améliorent leur projet. À la fin, on a pu en sélectionner 6. Et ces 6 bénéficiaires ont eu un financement initial de $10 000 pour créer leur entreprise et un conseil d'un semestre. Ils sont conseillés par un entrepreneur qui les accompagne à titre individuel. Donc c'est un programme où on travaille en partenariat avec la BRH, la Banque de la République d'Haïti, la Fondation Sogebank et Focal. C'est un programme où donc, ces partenaires participent aux discussions, les sélections. C'est un programme que pour la première étape, donc l'étape de la sélection pour l'atelier d'incubation, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé 2 coefficients. Un coefficient pour réajuster, on avait énormément de projets qui émanaient de Port-au-Prince. Donc on a voulu que les projets qui ont participé à l'atelier soient des projets représentatifs de tous les pays. Donc on a corrigé ça en permettant à ce que tous les départements soient représentés. On a eu combien de départements? Les 10. Les 10. Oui. Pour l'atelier, oui, les 10. Deuxième coefficient, un coefficient genre. Les femmes, peu de femmes ont répondu, un certain nombre, mais on a pu sélectionner sur les 30, à peu près 15 entreprises portées par des femmes, 15 entreprises portées par des hommes, à peu près. Et il y a eu l'atelier, donc ils s'engagent, ils sont dynamiques, ils participent, et à la fin, la sélection des 6 entreprises. Une sélection où l'AUF a coordonné les discussions, mais ce sont les partenaires qui ont choisi. Et là, sans utiliser les coefficients, on s'est retrouvé avec à peu près 3 entreprises et 3 entreprises portées par des femmes et par des hommes, et des entreprises qui sont un peu distribuées sur le territoire national. On ne peut pas avoir les 10 départements, mais on a des départements, un nombre important de départements. Pourquoi tout ça est intéressant? Parce que, en parallèle, on discute avec les universités pour que les universités acceptent de valider la participation à l'atelier comme sous forme de crédit.
Donc, de faire évoluer l'enseignement supérieur, que l'université s'ouvre à l'environnement socio-économique. L'environnement socio-économique s'ouvre aussi à la démarche en cofinançant, en participant aux discussions. Et vous voyez, c'est RESAS, le programme s'appelle RESAS, Réseau solidaire, parce qu'il y a une solidarité de part et d'autre. Les bailleurs qui cofinancent le projet acceptent non pas de prêter de l'argent, mais de faire un don de ce capital, donc $10 000, c'est assez intéressant, une somme importante. Et la contrepartie qui est demandée aux entrepreneurs, c'est qu'ils acceptent de s'engager dans le développement de leur entreprise en Haïti pendant au moins 2 ans, et ils acceptent de travailler entre eux dans un esprit de solidarité, de coopération. Donc, nous parions sur cette force du collectif, sur cette force de la solidarité pour transformer à la fois l'enseignement supérieur et l'environnement socio-économique. Et pour que ces jeunes aient des raisons de s'investir ici. Donc, juste pour donner 2 histoires, parce que les histoires de vie, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu mieux l'ampleur des programmes. Ce soir, à 17 h, au Cap Haïtien, et les personnes qui sont au Cap Haïtien vont pouvoir le faire, à l'Alliance française du Cap Haïtien, un des lauréats va présenter son entreprise aux professionnels et à la presse. Une entreprise qui s'appelle... le nom va me revenir tout à l'heure. Le jeune s'appelle Freddy Georges. Et c'est un cabinet de conseil et de formation dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Donc, on voit vraiment que ce jeune qui est venu à Port-au-Prince pour faire des études, il a pu retourner au Cap Haïtien, s'enraciner là-bas et développer son entreprise dans un domaine qui est un domaine important. Un des critères pour la sélection initiale des entreprises, c'était la dimension responsabilité sociale de l'entreprise. Le développement durable et soutenable. Et deuxième exemple, c'est une entreprise qui a été créée à Hinche. Une étudiante qui porte le projet dans le cadre de son équipe. C'est une étudiante qui est originaire de l'université épiscopale. Et elle a créé une entreprise qui s'appelle Agri Antillaise, qui extrait du vin à partir de fruits tropicaux, des fruits locaux. Et donc là, c'est un autre exemple aussi. Elle est venue faire ses études à Port-au-Prince. Elle retourne à Hinche pour créer son entreprise. Voilà des exemples d'actions où vous trouvez toutes ces préoccupations. Comment contribuer à ce que les jeunes soient insérés, comment contribuer à ce que l'université s'ouvre et évolue, comment contribuer à ce que l'environnement social, socio-économique s'intéresse à l'enseignement supérieur. Côté universitaire, vous travaillez pratiquement avec une association de rectorat d'université, c'est la Corpua. C'est votre principal partenaire pour les projets, j'ai envie de dire, typiquement académiques que l'AUF mène. La Corpua est un partenaire important pour nous en Haïti. La Corpua, nous accompagnons et soutenons la Corpua depuis leur création. Actuellement, nous avons des liens de collaboration qui sont très importants. Et notre objectif, c'est de permettre, au début, il y a eu un accompagnement techniques, financiers, etc. Notre objectif, c'est de permettre à la Corpua de devenir une entité autonome et qui devienne, pour que la Corpua devienne un interlocuteur, l'interlocuteur principal en Haïti dans le domaine de l'enseignement supérieur, ou un des plus importants. Et c'est le cas. Actuellement, la Corpua est déjà reconnue, le ministère de l'Éducation a confié récemment à la Corpua un programme important de soutien à 1500 jeunes à travers le Fonds national de l'éducation. Et nous sommes très contents de voir les résultats auprès d'une entité que nous avons soutenue pendant longtemps, avec laquelle nous continuons de travailler. Et il y a une deuxième conférence de recteurs qui s'appelle Corpuca, c'est la conférence de recteurs président d'université de la Caraïbe. La Corpuca est un peu différente de la Corpua dans la mesure où elle a été créée à partir des actions de l'AUF. Donc la Corpuca réunit les universités membres de l'AUF dans toute la Caraïbe. La Corpua réunit des membres de l'AUF et certaines universités qui ne sont pas membres de l'AUF.
Et alors que la Corpuca, c'est une entité qui est vraiment une entité sœur de l'AUF. Voilà. Engendrée par l'AUF, oui, les activités de l'AUF au sein de la Caraïbe. Oui. Et dans les deux cas, nous souhaitons susciter, stimuler les recteurs, les universités, pour que les recteurs aient des espaces de dialogue, pour qu'ils mettent en place des projets, pour qu'on les accompagne soit en finançant, soit en allant avec eux chercher des fonds pour financer des programmes visant à développer l'enseignement supérieur et la recherche. Très bien. Maintenant, l'AUF, en temps de Covid-19, a dû développer pratiquement une autre approche de la question de l'enseignement globalement dans le monde, mais particulièrement en Haïti. Oui. Oui, nous étions tous pris de court l'année dernière, ça fait un peu plus d'1 an, et l'AUF a réagi, l'AUF mondiale, a réagi de la façon suivante. Nous avons tout d'abord lancé un appel mondial pour que l'université apporte des réponses à la problématique de la Covid. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Caraïbe a répondu, un certain nombre de projets ont été développés ici, en Haïti, d'autres à Cuba, en République dominicaine et aux Antilles. Cet appel a été nous a permis, donc l'AUF a consacré 1 million d'euros pour financer ces projets, nous a permis de permettre à la société de prendre conscience des talents qui existent dans les universités et du rôle que l'université peut jouer en situation de crise. Donc, on était tous paralysés par la crise, par la pandémie, la crise sanitaire, et l'AUF a souhaité, face à cette crise, transformer cette crise en opportunité. Et c'est ce qui a été fait. Ici, en Haïti, il y a 6 projets qui ont été sélectionnés. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a un projet intéressant où le numérique est utilisé, c'est pour ça que je le cite. Une entreprise qui s'appelle Radiocam, qui est Radiocam. C'est une entreprise qui a développé une plateforme de télémédecine dans le domaine de la radiologie. Elle s'est associée à l'École supérieure d'infotronique d'Haïti et c'est une entreprise qui avait été incubée par Bange. Donc on avait Bange, Radiocam, Lési qui ont répondu à l'appel. La plateforme existait, elle n'était pas assez développée et nous avons pu, dans le cadre de cet appel, équiper un certain nombre d'hôpitaux des dispositifs nécessaires pour que le travail du radiologue se fasse à distance. Au début, au mois de mars, avril, il y avait des incertitudes sur le coût des tests de Covid, etc. L'idée, c'était d'avoir un tri initial des patients. Vous savez qu'il y a une trentaine de radiologues seulement en Haïti, ils sont tous concentrés, ou la plupart, à Port-au-Prince. Donc, le radiologue peut, depuis Port-au-Prince, où qu'il soit, avoir accès aux examens des patients dans ces hôpitaux. Donc ça, c'est un exemple où vous avez un incubateur, une entreprise et un établissement d'enseignement supérieur qui s'unissent pour répondre à une urgence. Et d'autres exemples... Et ça a marché? Ça a marché. Non seulement ça a marché, le porteur du projet, c'est le docteur Gino Prophète, qui disait la semaine dernière que non seulement ça a marché, mais en plus, ça leur a permis de sensibiliser d'autres hôpitaux, d'élargir leur réseau. Oui, ça a marché et maintenant, ils évoluent vers d'autres types d'examens qui pourront être faits à distance. Donc, l'AUF a répondu par cet appel et localement, donc, dans la Caraïbe, des actions qu'on a envisagé de réaliser dans le domaine de l'enseignement à distance, on les a accélérées pour répondre à cette urgence. L'enseignement à distance, aujourd'hui, à notre époque, s'appuie essentiellement sur le numérique, mais on ne peut pas le réduire au numérique. Quand j'étais étudiant à l'université, l'enseignement à distance se faisait par correspondance. On recevait c'était même pas des PDF, on recevait les fascicules, on envoyait les devoirs par la poste, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais vous disiez tout à l'heure, il y a les conditions réelles du pays. Il y a des manques en termes d'infrastructures électriques, et connexion Internet, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le numérique ne résout pas tous les problèmes,
mais il peut être une solution pour contribuer à développer l'enseignement à distance. Palliatif. Oui, un palliatif, sans être la panacée, la résolution de tous les problèmes. Donc, nous avons accéléré ce qu'on avait l'intention de réaliser en travaillant sur différents fronts. Tout d'abord, les enseignants ne sont pas nécessairement formés, n'étaient pas nécessairement formés pour l'enseignement à distance. Parce que l'enseignement à distance, en s'appuyant sur le numérique, ce n'est pas simplement s'asseoir devant la caméra et faire une conférence d'1 heure. On peut utiliser cette méthode. C'est à la fois organiser les interactions, exactement, organiser des types spécifiques de tests, du contenu de la formation qui est en train d'être enseignée. Exactement. Varier les activités, parce qu'effectivement, c'est ennuyeux une conférence qui dure 1 heure si on n'est pas dans un amphithéâtre. Oui, oui. Donc, varier les activités. Même dans un amphithéâtre, ça ne vous empêche pas de faire quelques... Oui, de bailler un peu. Oui, c'est ça. Donc, comment accompagner ces enseignants pour qu'ils utilisent une pédagogie où l'étudiant joue un rôle un peu plus actif, où il y a la vidéo, où il y a aussi les exercices, où il y a le forum pour qu'il y ait une interaction entre professeurs et étudiants, mais aussi les étudiants entre eux. On en fait même des blagues sur les réseaux sociaux. Le mec qui est en classe, mais qui en fait est sur son lit, et qui est en train de dormir, et quand on a cité son nom, il n'a qu'à lever le doigt pour dire qu'il est présent, mais en réalité, il dort, hein, il est sur son oreiller en train de dormir. Oui, sans aller jusque-là, donc l'étudiant, effectivement, il peut suivre son cours sans être habillé comme il le ferait s'il allait à l'université, par exemple. Donc, comment accompagner les enseignants ? Parfois, l'université était dotée d'une plateforme d'enseignement à distance, mais les enseignants ne savaient pas s'en servir. Donc, comment leur permettre de le faire? Pour certaines universités, il y avait des universités qui ne disposaient pas de plateforme. Donc, on a fait le nécessaire pour qu'elles créent leur plateforme. Certaines universités ne disposaient pas d'équipements suffisants. Donc, on a travaillé sur ces différents fronts. Des ateliers de formation, une pédagogie pour l'enseignement à distance. Dans toute la Caraïbe, ces ateliers ont été suivis par environ 500 enseignants. Ici, en Haïti, environ 200 enseignants à différents moments. Les équipements, la plateforme, donc parfois l'enseignant avait la plateforme mais il ne l'utilisait pas. Il ne savait pas le faire, donc on leur a permis de le faire. Et troisième aspect... Donc il y a eu une certaine mise à jour d'abord pour les enseignants, pour savoir comment utiliser les plateformes numériques et comment organiser des contenus pédagogiques et didactiques à partir de ces plateformes-là. Exactement. Et troisième volet, les équipements. Il y avait des universités qui n'avaient pas les équipements nécessaires. Dans la mesure du possible, on les a accompagnés. En Haïti, on a réalisé une opération intéressante. On a pu distribuer des tablettes aux universités qui ont participé, qui ont suivi la formation. Donc là, on a lancé un appel. Donc ce n'était pas des inscriptions individuelles des enseignants, mais des inscriptions de, par exemple, telle licence ou tel master souhaite le faire. Donc le formateur s'inscrivait. Et pour chaque promotion, on a fait don d'un certain nombre de tablettes et d'une connexion pendant un semestre pour que les étudiants puissent se connecter. Chaque université fait Du temps où j'étais encore étudiant ici en Haïti, je connaissais des professeurs qui savaient à peine utiliser un smartphone. Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et c'est là que je voudrais arriver aussi pour dire que l'enseignement à distance, ce n'est pas seulement le numérique. Donc, pour les professeurs qui, parfois, la personne souhaite être un peu plus performante dans le domaine du numérique, elle n'y arrive pas. Pour ces professeurs, il faudrait réfléchir à d'autres solutions ou travailler en équipe. Un tel s'occupe ou prépare la vidéo, etc. Mais un aspect important aussi sur l'enseignement à distance, c'est que on sait tous, on a accéléré le processus à cause de la pandémie. Mais il faudrait peut-être transformer à cause de la pandémie et penser en
en d'autres termes, grâce à cette urgence, on a tous acquis de nouvelles compétences. Il faudrait développer définitivement l'enseignement à distance comme alternatif. Et peut-être aussi, ça pourrait nous permettre à augmenter l'offre en matière de formation en Haïti et un peu partout ailleurs. C'était déjà en utilisation dans d'autres pays, mais le renforcer en Haïti. Exactement. En Haïti, on a les circonstances qu'on sait. On peut avoir, par exemple, des enseignants qui enseignent, qui travaillent dans une université, une UPR, une université publique de région, en région, et qui, pour s'y rendre, il peut mettre plusieurs heures, la route, etc. Il peut donc plus facilement alterner, proposer une formation où certaines séances se font à distance, d'autres en présentiel. La période du Pays LOC en 2019, on aurait pu combler cette lacune grâce à l'enseignement à distance. Et vous avez vu, certaines universités ont réagi, mais surtout les écoles, l'enseignement, les collèges, les mieux équipés en Haïti ont adopté un système d'enseignement à distance. Les écoles les moins pourvus n'ont pas pu le faire. Donc, comment penser à l'enseignement à distance comme un outil qui vient compléter. Et si on n'a pas de problème de déplacement, de problème d'insécurité, de problème sanitaire, ça peut être un complément. Ça peut être un complément, non seulement. Par exemple, on sait qu'en Haïti, que ce soit les universités privées, et particulièrement l'Université d'État d'Haïti, il y a un problème du nombre d'étudiants qu'ils peuvent recevoir par année. Les concours d'admission sont très rares et la sélection est rigoureuse. Et parfois, on aimerait prendre plus d'étudiants, mais on n'a pas la capacité physique pour cela. On pourrait avoir simultanément des étudiants en classe, supposons que la Covid passe, et en même temps, peut-être la même quantité d'étudiants en ligne. Nous pourrions le faire, oui. Et avoir des dispositifs pour que, quand le cours se fait en classe, le même cours se dispense en direct et en même temps en ligne à travers une plateforme numérique. C'est une possibilité que, exactement. Grâce à la Covid, on peut expérimenter en Haïti. Exactement. On peut donc s'adresser à un public d'étudiants qui est éloigné de l'université ou qui a des difficultés de mobilité, par exemple. On peut aussi penser à ce dispositif en système d'alternance, donc une semaine. Parce que, si vous permettez, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette réalité en Haïti. Beaucoup d'étudiants au sein de l'université et des universités sont concentrés au niveau de Port-au-Prince. Généralement, beaucoup de jeunes sont obligés de laisser leur maison dans les villes de province, et dans les départements, et venir s'installer à Port-au-Prince, et certaines fois dans des conditions extrêmement difficiles, pour pouvoir étudier et développer des programmes de formation à distance que la COVID-19 nous offre désormais la possibilité, peut aider à empêcher cet exode pour des raisons d'études. Oui, c'est un problème dont on est conscient. Je vous avais donné tout à l'heure l'exemple de l'étudiant du Cap haïtien qui est venu faire ses études et qui est reparti faire son entreprise là-bas. On est tout à fait conscient de ça. Nous pouvons penser à différents modèles. Ce modèle de l'étudiant qui habite et qui est loin de l'université, mais pour les étudiants qui ne sont pas loin, on peut penser à une alternance. Donc un groupe vient la semaine paire et le deuxième groupe suit à distance et la semaine suivante, on inverse. On fait des rotations. Oui, mais on peut aussi penser à, vous voyez, ça ouvre des perspectives. Les équipes pédagogiques peuvent travailler aussi. Je peux travailler ici en Haïti, je suis enseignant, avec un collègue qui se trouve dans un autre pays et on peut penser à un cours ensemble qu'on va monter ensemble et mes étudiants et ses étudiants suivent le même cours. Exact. Tout ça dépend de quoi? De l'infrastructure. Et là, on arrive à cette difficulté. Comment penser à contribuer à ce que les universités soient dotées d'une infrastructure suffisante? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'enseignant qui ne maîtrise il ne faudrait pas le mettre de côté. Bon, dans certains cas, ils
ils évoluent, ils acquièrent des compétences, mais dans d'autres cas, il peut jouer un rôle dans l'équipe pédagogique en effectuant d'autres tâches. Oui, en faisant la recherche, par exemple. Oui, mais on disait, vous savez que pour un étudiant en IT, donc il peut avoir des problèmes de connexion, des problèmes d'électricité, mais par exemple, c'est ce qu'on, pour une des formations, on a proposé une formation, comment utiliser WhatsApp comme forum d'enseignement. Donc ça vient compléter, et on sait que WhatsApp, donc les forfaits permettent aux étudiants souvent d'avoir des crédits illimités ou assez élevés pour pouvoir... Donc, vous voyez, c'est une idée, l'enseignement à distance en s'appuyant sur le téléphone mobile, c'est un principe qui fait du sens ici, dans un pays comme Haïti. Dans toute la Caraïbe, en Jamaïque, il y a la même difficulté, des difficultés similaires. Donc, vous voyez, c'est un moment dur qu'on traverse, le problème de la crise sanitaire, mais comment faire le nécessaire pour extraire une leçon, c'est-à-dire que l'enseignement à distance peut venir compléter les activités pédagogiques. Je peux m'appuyer sur l'enseignement à distance en plus, alterner. C'est important de varier les supports. Donc je peux, dans le cadre de mon cours, inviter un invité qui est à l'étranger sans avoir plus à payer des frais de déplacement, etc. Oui. Je peux permettre à mes étudiants de collaborer davantage. On peut être en train d'étudier un auteur contemporain qui est en vie et qui est disponible. Je peux prendre un exemple d'un littéraire, par exemple, et inviter Dany Laferrière et dans un cours de littérature, par exemple, où l'on parle de son œuvre. Exactement. Où les étudiants peuvent lui poser des questions directement. Oui, a priori, c'est plus facile de le mobiliser s'il n'a pas à faire tout le déplacement pour une heure de cours. Il suffit de nous accorder une heure derrière son ordinateur, de cesser d'écrire et de discuter avec les étudiants. Une heure et des années d'écriture de ces œuvres. Définitivement. Et je comprends que l'AUF, c'est une entité qui travaille avec des universitaires, mais ce que l'on est en train de décrire et de discuter ici, ce sont autant de possibilités pour d'autres niveaux de l'éducation en Haïti et ailleurs. Je parle par exemple pour la petite enfance ou encore l'école primaire. Parce que, mine de rien, les enfants maîtrisent mieux la technologie que les adultes. Oui. Les enfants maîtrisent, ils sont plus à l'aise parce que ces compétences, c'est comme quand dès l'enfance, vous apprenez 2 langues en même temps. Donc, le créole et le français en même temps. Vous développez des compétences que quelqu'un qui n'a eu qu'une seule langue jusqu'à l'âge de 12 ans ne va pas avoir. Ça va être plus dur pour lui de développer. C'est la même chose pour ce contact avec le numérique. Les enfants, dès le début, pour eux, c'est naturel. Et a priori, oui. Mais comme vous le savez, l'éducation, c'est un processus où... On va se heurter à des problèmes d'attention, peut-être, de concentration. Oui, et de passivité. Donc l'éducation, c'est un processus où on incite, on invite et on contribue à ce que l'apprenant soit actif. Là encore, peut-être qu'à ce niveau-là, les didacticiens, les enseignants feront également preuve d'imagination et d'innovation. Essayer d'imaginer des contenus qui puissent à la fois intéresser ces enfants-là pour maintenir une attention jusqu'au bout et leur donner la sensation que c'est la même utilisation qu'ils faisaient de la tablette avant quand ils jouaient que d'étudier. Oui, vous avez tout à fait raison. Les spécialistes d'éducation, on leur demande au fond ça, qu'ils soient en condition de permettre aux enfants de développer une attitude plus constructive, plus active. Mais une fois de plus, le numérique ne résout pas tout. Donc, par exemple, pour parler des avantages, vous avez dit, oui, on peut avoir accès à un écrivain qui est dans un autre pays, on peut avoir accès à une bibliothèque énorme en passant par le numérique. Mais vous savez que quand on lit un livre en format papier, c'est beaucoup plus reposant parce qu'il n'y a pas la lumière et au bout de quelques minutes, on est détendu, etc. Et que cette sensation
on ne l'a pas avec la tablette. Oui, ça, voilà. on est d'accord. Mais on ne peut pas tout avoir. Rien ne remplace le livre. Justement, on ne peut pas tout avoir. Oui. Parce que certains pays, notamment des pays de l'Europe, ont fait ce virage vers le numérique dans des salles de classe, en essayant de remplacer la bibliothèque par des tablettes. Et on a remarqué que cela ne marchait pas. Parce qu'au fait, le livre, rien ne le remplace. Oui, oui, exactement. Et deuxième point, c'est l'aspect de la sociabilité. Yep. C'est très important dans un processus d'apprentissage que les apprenants se rencontrent, se voient, se touchent, échangent pendant la pause. Il faut qu'il y ait une certaine socialité. Oui, oui. Vous avez construisent des rapports. Vous avez cité tout à l'heure une source... C'est difficile de se faire une copine en ligne dans les salles de classe. Oui, c'est ça. Vous avez cité une source qui est devenue très importante pour nous, les blagues sur Internet, les mèmes. Donc j'ai vu l'autre jour un mème, c'est une photo, donc deux messieurs qui se servent, donc il y a visiblement un buffet, ils se servent un plat énorme, etc. Et c'est marqué, c'est la raison pour laquelle je préfère les séminaires aux webinaires. C'est drôle, parce que le plat était énorme, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est vrai que lorsqu'on se retrouve pour un séminaire, ce n'est pas seulement au moment de la conférence que les choses se passent. C'est au moment, non pas au moment où on se nourrit, mais au moment où on échange avec l'autre dans un contexte informel. On discute ensemble. Oui, qu'on tisse des liens, que pour les séminaires, qu'on avance sur nos projets aussi. Mais vous l'avez dit, on l'a dit ici, le numérique, c'est un palliatif, c'est une alternative quand il y a des problèmes, des situations d'urgence, mais ça ne résout pas tous les problèmes et on est d'accord là-dessus. Ce que j'ai dit en fait, c'est que ça a été un palliatif. J'ai invité à ce qu'on réfléchisse comment le transformer en outil, on a tout. Mais soyons honnêtes, ça ne résout pas tous les problèmes parce que... Mais comment faire le nécessaire pour intégrer cette dimension et pour que ce soit un atout? Et oui, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire en utilisant, s'appuyant sur le numérique. Et donc, le repas autour d'une table au moment du séminaire, il faut trouver d'autres solutions parce que ça, on ne peut pas le remplacer. D'accord. Le numérique, à l'ère de la Covid-19 au cours de l'année 2020, a également permis de révéler, et c'est une situation permanente à travers le monde, et en Haïti, c'est une situation encore plus terrible, les inégalités sociales. Exactement. Les inégalités sociales, parce que tout le monde n'a pas accès au numérique. Et on l'a vu, par exemple, lorsque les écoles ont dû fermer leurs portes. On a vu des écoles qui ont quand même pu développer des plateformes numériques et permettre aux élèves de pouvoir suivre des cours en ligne, ou encore faire des devoirs et travailler carrément à partir de chez eux. Dans le même temps, dans ce même pays, il y a d'autres élèves qui, en temps normal, ne pouvaient même pas aller à l'école. Est-ce que le numérique ne contribue pas à renforcer les inégalités sociales à travers le monde? Le numérique est un peu comme un thermomètre, là, dans cette situation. Les inégalités, elles existent, elles sont exacerbées, elles sont indiquées par le thermomètre. Le thermomètre, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'effectivement, elles sont exacerbées, mais les inégalités, elles existent déjà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous avez cité donc, les écoles en Haïti en 2020, mais dès 2019, quand il y a eu le Pays LOC, il y a eu, donc les écoles étaient fermées pendant des semaines, et certaines écoles ont mobilisé des dispositifs numériques pour faire de l'enseignement à distance. Pour la plupart, ce sont des écoles privées, par exemple, le public. Oui, exactement, des écoles privées. Complètement en plat. Donc, et pas n'importe quelle école privée. Ce qui crée un avantage qu'ils avaient déjà pour pouvoir aller dans des écoles publiques et s'offrir une éducation plus ou moins de qualité. Et cet avantage allait doubler dans cette capacité de pouvoir utiliser le numérique. Oui, exactement. Le numérique
exacerbe ces inégalités. Qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? Nous ne pouvons pas, l'AEF ou vous, on ne peut pas résoudre le problème, mais est-ce qu'on peut penser, c'est ce qu'on essaie de faire, à une stratégie en permettant, en l'occurrence notre public privilégié, c'est les universités, à des universités, y compris des universités qui sont un peu plus fragiles, d'apporter une réponse dans ce contexte, en tenant compte du contexte, des particularités du contexte, les pénuries en termes d'électricité, de connexion, parfois le fait que les enseignants ne sont pas à l'aise devant les équipements numériques. Donc on essaye d'apporter une réponse pour que le plus grand nombre d'enseignants et d'étudiants puissent bénéficier de cet atout. Mais oui, disons que je n'ai pas l'impression que dans ce contexte de crise, le numérique crée des inégalités, il exacerbe les inégalités, il les renforce. Oui, oui. Et oui, ça c'est vraiment... Vous travaillez avec des acteurs publics, oui. Je parle du ministère de l'Éducation nationale, je sais que vous avez aussi un programme avec le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Est-ce qu'à un moment de la durée, ça n'a pas été une préoccupation pour le secteur public de pouvoir amener le numérique vers les plus pauvres? Nous n'avons pas de demande spécifique comme ça, de ce genre. Mais je sais que c'est une préoccupation, oui, permanente des deux ministères. Ces inégalités, comme vous l'avez dit, elles existent dans d'autres pays. Donc en France, il y a eu la situation où il y a eu le confinement, à l'époque du confinement le plus dur, des étudiants qui ont dû rentrer chez leurs parents, par exemple dans des zones rurales, ils n'ont pas pu, dans certains cas, suivre les cours à distance parce que la connexion n'était pas aussi bonne, le débit. Donc des inégalités qui ne sont pas dans les mêmes proportions, mais qui existent aussi. Ou des universités qui... Au moins, ils n'ont pas le problème de l'électricité. Non, ils n'ont pas le problème de l'électricité, exactement. Mais par exemple, le cours, c'est pour ça qu'il faut penser, le cours en direct, synchrone, ils ne pouvaient pas le suivre. Et il y avait des enseignants qui ne voulaient pas enregistrer le cours. C'est pour ça qu'il faut peut-être des contenus en self-paced, c'est-à-dire des contenus que vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. Et après, bon, il faut convaincre les enseignants de l'importance de ce type d'enseignement asynchrone après. Bon, parce que le numérique aussi peut s'adresser à un public qui, par exemple, travaille dans la journée, qui travaille et qui peut suivre un cours les week-ends, ou j'ai eu dans le passé des étudiants. Bon, j'ai été bénéficiaire du numérique à différentes étapes. J'ai été étudiant et j'ai suivi des cours à distance. Et plus tard, j'ai été enseignant et on a développé un master qui était hybride, présentiel et à distance. En France, ça. Donc, on pouvait toucher un public qui était dans différents pays. En Guyane, au Brésil, par exemple, à l'époque, ou un public qui travaillait. Par exemple, et donc je me souviens d'une étudiante qui travaillait pendant 3 mois et qui avait après 2 mois de pause. Donc pendant 3 mois, elle n'étudiait pas, mais pendant 2 mois, elle travaillait à fond sur son master et après elle travaillait pendant 3 mois. Moi, je considère que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à partir du moment où l'équipe pédagogique accepte, parce que pendant 2 mois, elle nous écrivait régulièrement, il fallait que l'équipe soit disponible. Mais ça revient à ce que vous avez dit, on peut toucher un public plus large et souvent on trouvait vraiment des profils très intéressants. Cette étudiante qui était au fin fond de l'Amazonie et qui travaillait sur les documentaires et sur une problématique de traduction de documentaires où il y avait des gens qui parlaient différentes langues, le français, l'espagnol, le portugais, le tupi, et elle s'intéressait à la question de sous-titrage, comment sous-titrer, etc. Cette étudiante n'aurait jamais contacté notre université si on n'avait pas proposé cette possibilité. Cette possibilité. Oui. Et on serait passé à côté d'autant de richesses en termes de recherche. Exactement. Le numérique, c'est aussi toute une économie. Par exemple,
et on n'est plus dans la situation où l'on recrute un professeur de manière traditionnelle qui vient pendant 1 ou 2 heures dispenser un cours. Le numérique fait intervenir aussi d'autres professionnels dans l'acte d'enseigner, c'est-à-dire il faut une caméra, il faut de l'enregistrement, c'est ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Donc, est-ce que le numérique, ça demande plus de débours ou ça nous permet d'économiser? J'ai l'impression que ça demande un investissement initial de la part soit des individus, soit des institutions. Un investissement qui nous permet de toucher plus d'étudiants et de rendre les cours, ça peut nous permettre de rendre les cours plus intéressants parce que je peux faire intervenir des gens qui ne sont pas sur place. On coupe les contraintes on réduit les contraintes qui sont liées à l'espace. Oui, les équipements. Mais comment apporter des solutions? C'est la préoccupation. Comment apporter des solutions et penser aux difficultés locales. C'est plus cher, non? Le numérique, c'est-à-dire l'enseignement à distance. J'ai l'impression qu'il y a un investissement initial qui est plus élevé, mais après, on n'achète pas tous les jours une caméra. On n'achète pas tous les jours. Comment permettre aux enseignants... Mais on achetait tous les jours de la craie, on achetait tous les jours des marqueurs. Oui, en quelque sorte. Non, on ne va pas comparer. Un ordinateur coûte plus que... Oui. Mais un exemple d'action qu'on a mise en place, pour que les enseignants puissent réaliser des vidéos pédagogiques, on a créé au CNF, au campus numérique francophone de l'AUF, qui se trouve à Bois-Bernard, on a créé un studio d'enregistrement. Donc l'enseignant peut venir, s'il est formé par notre équipe, après il peut venir, il peut faire tout seul. Et il a un studio comme ici, sauf que c'est un équipement beaucoup plus simple et il peut déclencher la caméra, il peut avoir un téléprompteur, donc il écrit son cours, il peut projeter les graphiques, les illustrations. Il peut réaliser son cours et il peut lui seul, il peut monter, faire le montage ou il peut demander l'aide à notre équipe. Donc, s'il n'a pas les équipements nécessaires à la maison, il peut venir à l'AUF et réaliser ses séquences pédagogiques qu'il enverra à ses étudiants ou qu'il déposera sur sa plateforme. Donc, c'est une façon de penser à des solutions qui vont venir en aide aux individus, mais en s'appuyant sur les institutions. Donc, ces équipements sont à la disposition de tous les enseignants des universités AUF qui sont membres des universités haïtiennes qui sont membres de l'AUF. Pour d'autres universités, c'est possible, c'est juste une question de trouver le créneau, etc., et les conditions. Mais vous voyez, là, c'est un exemple. Ce type de studio, nous, on n'aurait pas pu le créer il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un équipement qu'on a fait venir en Haïti, mais qui est tout à fait possible d'être utilisé par les enseignants. Ce travail d'enseignement à distance, doit être aussi accompagné par un autre travail que l'on faisait déjà à travers le monde, mais c'est un sujet sur lequel on est un peu en retard en Haïti, c'est la numérisation. Oui. C'est-à-dire la disponibilité de contenu académique, de livres, de textes libres, si on peut le dire ainsi, et pour les enseignements à distance. Oui. La mise à disposition de contenu, de textes, etc. C'est une question très importante. C'est une question. L'AUF dispose d'une bibliothèque numérique, la B9, où on peut y aller. C'est une plateforme qui connecte, qui est connectée à différentes bibliothèques numériques qui existent, différentes bases de données, etc. En Haïti, on a accompagné, on a soutenu des universités, et notamment l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, l'ESI, dans le développement d'un projet qui s'appelle MAC, c'est-à-dire Matrimoine Afro-Américano-Caribéen. C'est une plateforme où vous trouverez des contenus autour d'œuvres d'artistes, de femmes afro-caribéennes, afro-américaines. Donc vous avez des vidéos, des photos, vous avez des contenus permettant aux professeurs, des séquences pédagogiques permettant aux professeurs d'utiliser
ces œuvres en salle de classe. Donc si vous y allez aujourd'hui, là tout à l'heure, vous allez trouver par exemple Yannick Lahens, une petite vidéo. Elle répond à des questions que tous les autres artistes ont répondu également. Et vous avez donc une fiche de présentation de son œuvre et une séquence pédagogique. Donc cette plateforme a ce type de contenu, mais elle utilise aussi des technologies de réalité virtuelle, des réalités augmentées. De quelle façon? En termes de réalité virtuelle, nous pouvons nous plonger en utilisant les casques de réalité virtuelle dans une galerie où vous avez l'œuvre de ces artistes. Quand je dis nous, c'est nous, c'est-à-dire vous et moi en même temps, mais aussi un professeur ou un étudiant qui est en Guyane. On peut visiter le même espace virtuel. Donc là aussi, on supprime la notion d'espace. Et donc ça aussi, c'est une porte ouverte à des expériences pédagogiques très enrichissantes. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un casque de réalité virtuelle qui est très utilisé aujourd'hui pour des jeux. Oui, pour des jeux de combat. Donc ce projet, qui est porté par l'ESI ici en Haïti, il occupe l'espace de la réalité virtuelle qui aujourd'hui est utilisé par des jeux à des fins pédagogiques. La première fois que j'ai mis un casque, ça m'a vraiment ému de pouvoir visiter et Comme si vous étiez sur place. Oui, c'est impressionnant, c'est absolument impressionnant. Réalité augmentée, donc une exposition qu'ils ont réalisée déjà, qu'ils ont présentée déjà en Martinique et qu'on va pouvoir présenter ici en Haïti, peut-être cette année, en septembre. Vous avez les photos de ces artistes. Il y a 2 expositions qu'ils ont développées. Ces artistes et aussi une exposition avec des indiennes Mapuche du Chili. Donc le savoir-faire de ces indiennes, qui est un savoir-faire ancestral. Donc vous avez ces photos. Vous visitez l'exposition, donc les photos qui sont imprimées. Mais si vous avez un téléphone portable ou une tablette avec l'appli, vous pouvez vous placer le téléphone devant la photo et là, vous allez avoir des augmentations de contenu. Vous pouvez avoir, par exemple, la vidéo de l'artiste, vous pouvez avoir des documents, une série de compléments. Donc, en s'appuyant sur ces technologies de réalité augmentée. Là aussi, on peut inventer des expériences pédagogiques très intéressantes en adoptant un langage qui est un langage que les jeunes connaissent. Je n'ai jamais joué ces jeux de combat, mais mon fils, c'est le cas, ses camarades aussi, ou mes neveux, etc. Donc, sauf qu'ils y vont pour des jeux de combat. Nous, ce qu'on demande, ce qu'on essaie de faire, ce que l'ESI essaie de faire avec cette équipe internationale qui réunit des universités françaises, allemandes, etc., c'est de proposer une occupation de cet espace à des fins pédagogiques. Et en allant sur un terrain que les jeunes connaissent. Vous voyez, il y a toujours ce problème de génération. Donc, à notre époque, je parlais tout à l'heure de l'enseignement à distance par des fascicules, et c'était déjà différent de ce que mes parents avaient connu. Et il y a toujours ce fossé qui se fait de génération en génération. Voilà, donc là, c'est une autre utilisation du numérique, où on essaie d'intervenir, en permettant aux universités de développer des choses intéressantes. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Dr Saulo Neiva, c'est un plaisir de vous avoir rencontré encore une fois. Et un plaisir d'avoir une nouvelle émission. On en a déjà eu une autre ailleurs, et à l'espace invité du midi. Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup de votre amabilité. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici prend fin l'émission L'invité du midi. Donc on se donne rendez-vous demain pour une autre édition toujours encore plus intéressante. Bye bye, à demain.